Il s'en va être 8 heures et ceci dans 3 petites minutes. À l'instant même, c'est le forum de discussion qui s'ouvre avec les analystes de la rédaction de Canal 3 en plateau ce matin, représenté par Herman Agnamboussou. Bonjour. Bonjour Bienvenue à vous en plateau. Il était là pour nous présenter la une des journaux, Wahab Ali Para. Bienvenue. Docteur Patrick Hennou, notre consultant. Bonjour, bienvenue. Bonjour, sociologue politiste. Merci d'être là. Ça a été votre week-end, j'espère. Très bien, ça s'est bien passé. Parfait. Allez, le palais de la Marina, ici même à Cotonou, a ouvert ses portes aux citoyens et offre toute l'histoire qui caractérise les trésors royaux rapatriés au Bénin. Il y a de cela quelques mois, précisément le 10 novembre 2021, après tout un long processus entre le Bénin et la France, pays dans lequel ces trésors royaux se sont séjournés avec environ 129 ans d'histoire et de présence en terre française. Ces trésors sont rentrés au pays et exposés après leur acclimatation. C'était au cours d'une cérémonie grandeur nature qui s'est déroulée samedi dernier du côté du palais de la République. Un pari gagné pour le président Patrice Talon, Wahab Ali Para, Talon et son gouvernement. Oui, c'est un pari gagné pour le président Patrice Talon. L'initiative date d'il y a longtemps, mais on conclut que c'est sous le président Patrice Talon qu'on est parvenu, n'est-ce pas, à faire ramener ces 26 œuvres sur le territoire national. Quand on a fini de dire ça, il faut donner une certaine satisfaction aux populations qui avaient elles aussi hâte de voir ces trésors royaux. Si vous avez souvenance, le 10 novembre 2021, quand ces trésors royaux sont revenus, c'était véritablement emballé. Je me souviens que quand on était allé, Henri Ganti et moi, pour le compte donc de Canal 3 Bénin, à la présidence de la République, où l'hommage national devait être rendu à ces trésors royaux, on a descendu seulement la statue du roi Guézo, du roi Guézo, l'emblème du roi Guézo. Et c'était toujours emballé. On a vu que la photo collée, n'est-ce pas, à tout ce qui constituait l'emballage donc de ce tronc. Et donc pour le 19 février dernier, coïncidence pour coïncidence, ça fait 32 ans qu'on célébrait la conférence nationale au Bénin. Donc le 19 février dernier, donc, il y a eu cette exposition grandeur nature, comme vous l'avez dit, et ça permettait aux populations de savoir que, bon, ce n'était pas un cheval de Troie, ce n'était pas une blague, il y a pas des caisses vides. Voilà, ce n'était pas des caisses vides, que ces caisses contenaient vraiment une réalité, et cette réalité, c'est bien entendu l'histoire du Bénin, le symbole de ce que fut, je dirais, nos ancêtres des quatre coins du Bénin. Il n'y a pas que Abomey, parce que je voudrais que le discours aille au-delà de ce que au départ on a voulu limiter seulement aux 16 œuvres royaux, 16 œuvres royales, j'allais dire, à l'espace du sud Bénin. C'est beaucoup plus tous les citoyens béninois des quatre coins du Bénin qui se sentent concernés. Vous allez voir que si on devait faire le sondage, il n'y a pas que les gens du sud, il n'y a pas que les gens d'Abomey, c'est tout le Bénin qui est représenté, et on a senti cette fierté, on y reviendra sans doute au cours du débat, de savoir que presque, ces œuvres royales, ces œuvres d'art ont constitué un point de convergence pour tous les Béninois. Le palais de la République a été pris d'assaut, ma foi, n'est-ce pas, en dépit de toutes les mesures sécuritaires et autres qui étaient là. On a vu cet engouement, l'appétit du Béninois, en peu de temps, l'appétit du Béninois pour les œuvres d'art. Tellement c'est beau. Vous voyez, quand vous jetez un coup d'œil sur les écrans, on a les citoyens pratiquement de toutes les couches qui sont venus vraiment pour assouvir leur soif, découvrir ce que nous avons de beau. Vous avez déjà fait un tour depuis samedi, ou bien c'est programmé, puisque ça va durer 3 mois, l'exposition? Pas encore de tour, c'est programmé. C'est vrai que vous voyez un peu l'engouement des Béninois pour ces trésors royaux-là. C'est vrai qu'il y a un besoin de curiosité que les Béninois sont allés assouvir, parce que, comme l'a dit Wahab, effectivement, on a plutôt vu des caisses qui ont été débarquées à l'aéroport, des caisses qu'on a saluées. Et donc,
c'est vrai que pour nous qui sommes des médias, on a quand même vu au moment où on devait déplacer les objets, pas les objets, les trésors pour les mettre dans des caisses. On a vu, il y a eu une chaîne qui a fait un reportage là-dessus pour nous montrer à peu près comment ça se fait, comment ça se faisait effectivement. Et donc, au-delà du pari gagné qu'on peut saluer ici, c'est tout un symbole, c'est une symbolique qu'il y a derrière cette exposition-là. On va rappeler également 19 février qui fait tache d'huile dans l'histoire du Bénin démocratique. Patrice Talon, quoi qu'on dise, écrit à sa manière il réécrit l'histoire du Bénin. Parce que 19 février, c'est une date que tout le monde connaît. 19 février pour qu'on puisse redécouvrir les trésors royaux qu'on n'espérait plus au Bénin. 19 février pour marquer l'union des fils et filles du Bénin autour de leur culture. Je pense que c'est beaucoup de choses à la fois. Et pour ma part, c'est des efforts à saluer. Voilà, le palais de la Marina transformé en musée d'art contemporain pour une durée de 3 mois, le temps que les 26 trésors royaux ne soient déplacés pour la ville de Ouidah. Oui, c'est sûr et certain que dans votre agenda, vous avez déjà prévu faire un tour là-bas. Docteur Patrick Henou. Et aujourd'hui, que gagne le Bénin à travers tout ce qui est en train d'être fait en ce moment au palais de la Marina? Merci. Et le Bénin gagne beaucoup. Et d'abord, il faut dire que il y a des démarches qui avaient été menées pour que ces œuvres-là soient ramenées au Bénin depuis des temps. Mais l'histoire retiendra que c'est sous la présidence de Patrice Talon que ces œuvres-là sont effectivement ramenées au Bénin. Et donc, comme vous le voyez, c'est une partie de l'être du béninois qui est revenue. Oui. Les œuvres ne constituent pas seulement un avoir ou des avoirs, mais constituent en réalité une partie de l'être des citoyens béninois que nous sommes. Et à partir de là, il faut une curiosité. Et c'est ça qu'on a observé dans le rang des citoyens et dans le rang des citoyennes de façon générale, qui ont voulu vraiment voir la réalité en face, c'est-à-dire avoir l'occasion de visiter et de s'approprier, n'est-ce pas, ces œuvres-là qui sont, comme je l'ai martelé, une partie de l'être du béninois. Cela étant, il reste toute la promotion à faire autour. Et je crois que le gouvernement a déjà pris l'initiative de communiquer autour et de faire en sorte que toutes les couches sociales puissent faire le déplacement et voir en face ces œuvres, avoir l'occasion de se faire conter l'histoire. Et c'est ça le plus important. Et vous savez, ces œuvres constituent, comme je l'ai dit, une partie de l'être, mais constituent également le tréfonds même de la culture béninoise. Et vous savez très bien qu'appartient à la culture tout ce qui est acquis ou produit par l'homme en tant qu'être social et membre d'une société donnée. Et toute société possède donc une culture qui est un système complexe qui inclut l'art, les mythes, la religion, la science, tous les gestes du corps et même autres acquis sociaux. Donc, vous voyez très bien que en ramenant ces œuvres, nous donnons l'occasion au Bénin d'être plus visible, sur la scène sous-régionale et internationale. C'est une réconciliation que nous faisons avec notre être, nos ancêtres, parce que c'était une partie de nos ancêtres qui s'étaient exilés de cette façon. Et ces œuvres n'appartiennent pas à la France, elles appartiennent au Bénin. Et le Bénin a les coudées franches maintenant pour vraiment rentrer en possession de ce qui lui est dû. Et donc, la promotion sera continuelle, au moins pendant 3 mois, pour permettre aux citoyens et aux citoyennes vraiment de faire le déplacement et de savoir de quoi ils retournent
en matière de trésors royaux. Justement, que faut-il aller voir? Vous savez, on va rappeler la présence ce jour-là de l'une des actrices de cette restitution qui a marqué de sa présence la cérémonie inaugurale de l'exposition. Je veux nommer Roselyne Bachelot, qui a marqué donc sa satisfaction pour tout ce qu'elle a vu, tout ce qui a été mis en place. Alors, que faut-il aller voir, Erwan Parfait, à Niamboussou? Juste les œuvres ou bien l'histoire qui entoure ces œuvres qui sont rentrées chez nous au Bénin, ou la connexion que chacun ou chaque visiteur, chaque citoyen aura avec chacun des trésors exposés. Comme l'a dit Dr. je pense que chacun établit, il dit c'est une partie de notre être. Et donc chaque Béninois qui va au contact de ces œuvres royales établit forcément une connexion. Nous sommes dans un monde hautement spirituel. Le Béninois est spirituel au tréfonds de lui-même. Et donc, de sorte qu'aujourd'hui, ceux qui vont là-bas, ils vont forcément découvrir les œuvres, ce qui avait été déporté et qui est désormais revenu au Bénin. Mais au-delà, on parle également d'autres œuvres qui ne sont pas forcément les œuvres royales, mais qui sont des œuvres d'art faites par des Béninois, nos contemporains. On y va pour découvrir ce qui était dans les caisses, qu'on nous a dit que ça devait être acclimaté avant qu'on ne puisse voir ça. Et donc, il y aura encore plus de promotion une fois que ce sera à Ouida, parce que Ouida étant cette terre-là que beaucoup de gens aiment découvrir. Également là-bas, il y aura, parce que n'oubliez quand même pas qu'ici on parle de la présidence de la République, où il y en a forcément qui vont chercher à découvrir aussi ce que c'est devenu, cette présidence-là. Voilà, donc je pense que c'est beaucoup de curiosité que les Béninois vont assouvir là-bas, voir ce que ça devient la présidence de la République, ce que ça devient cette salle du peuple qui avait pendant longtemps accueilli des réunions avec les corps constitués de la nation et tout. Je pense que c'est beaucoup de choses à la fois. Oui, Raham. Non, on y verra beaucoup de choses. Moi, j'étais souvent émerveillé en tant que journaliste accrédité à la présidence pour le compte de Canal. Quand on va, d'abord la beauté du palais rénové, de ce qu'on appelait l'ancien bâtiment. Quand vous allez vous demander si c'est vraiment l'ancien bâtiment, c'est devenu ancien nouveau bâtiment. Ça, c'est ce qui existait. C'est également aller découvrir des œuvres qui sont plus âgées que tous ceux qui lui rendent visite. C'est également découvrir les œuvres de notre temps, c'est-à-dire des artistes béninois encore existants, ceux-là dont on a voulu saluer le génie, le talent et autres. On a sélectionné des œuvres vraiment singulières. Le ministre de la Culture, Jean-Michel Abimbola, a souligné la singularité, la particularité et donc le génie de ces Béninois qui sont là et qui vraiment peuvent produire des œuvres. Vous allez vous demander effectivement, est-ce que c'est ici? Donc il y a tout cela qu'il faut découvrir. Il y a maintenant ce qui nous rapproche l'un de l'autre. Il est évident que, comme l'a souligné Herman tout à l'heure, le Béninois est vraiment spirituel et spiritualiste, très rapproché donc de ce qui est ancestral. Donc il y en a qui vous tiendront des discours qui vont au-delà de ce que nous voyons de façon très simple, c'est-à-dire l'énergie que dégagent, n'est-ce pas, ces œuvres d'art, ces trésors royaux de plusieurs siècles en arrière, la communication qu'il y a, la connexion qu'on peut avoir désormais avec ces œuvres, sans oublier ceux qui, n'est-ce pas, à côté de ces œuvres royales ont pu se rapprocher, c'était un rendez-vous que peut-être beaucoup ne savaient pas qu'ils allaient voir, soit leurs promotionnaires, soit leurs challengers, soit leurs amis de longue date, soit ceux avec qui il peut renouer des affaires. Donc c'était un moment vraiment formidable. La joie qu'on ressentait chez les Béninois, en tout cas pour ceux qu'on a vus qui peut-être dans l'ombre, on pouvait peut-être dire que c'est des gens qui ne se parlaient pas, c'est des gens qui peut-être ne se rapprocheront jamais. On a pu constater les chaleureuses poignées de main entre certaines personnalités qui se sont vues de façon formelle, n'est-ce pas, il y a très longtemps. Peut-être qu'il y a des coups de fil
civils qui passaient entre-temps, mais de façon formelle. C'est l'occasion qu'on a eu de les voir ensemble et de voir que, bon, même si c'est devant micro et caméra, tout semble aller bien. D'accord. Alors, pour le citoyen qui se rend à cette exposition, quelle devra être sa démarche sur le plan sociologique, surtout lorsqu'on parle d'une exposition d'œuvres que l'on n'a pas vu, l'on n'a jamais vu et qui aurait séjourné plus de 129 ans quelque part dans le monde? D'abord, on peut se poser la question du choix, Oui. du choix donc du lieu qui accueille ces œuvres. Et vous savez très bien que au-delà du caractère précieux vraiment de ces trésors royaux, il y a un besoin exprimé par le pouvoir exécutif, vraiment de communiquer, de montrer toute l'esthétique qui entoure la rénovation du palais. Et vous savez très bien qu'il y a quelque temps, le chef de l'État a fait en sorte que la présidence de la République soit entièrement rénovée et cette touche particulière qui inspire le goût donc de l'esthétique, cette particularité-là, le chef de l'État a voulu partager cela avec tous les citoyens. Et donc, c'est ce qui pourrait expliquer le fait que l'on ait logé d'abord ces trésors au niveau donc de la présidence de la République qui reste ouverte désormais et au public. Et vous voulez bien savoir le sentiment que pourrait avoir le citoyen lambda qui a maintenant l'occasion de découvrir non seulement ses œuvres, mais également de découvrir ce lieu précieux de travail qui constitue la présidence de la République. C'est d'abord l'esprit de curiosité, et pour voir si ce qu'on a montré au niveau des écrans est en adéquation avec la réalité. Et la réalité, c'est on l'aura appréhendé après avoir fait le déplacement sur les lieux. Et donc, le citoyen a voulu ou aura l'ambition de découvrir, certes, les œuvres royales, mais au même moment sera animé par la volonté de voir de quoi il s'agit quand on fait ses premiers pas au niveau donc de ce lieu vraiment du premier citoyen béninois qu'est le président de la République. Donc c'est un lieu de travail et donc qui sera partagé pour 3 mois, pendant 3 mois avec les citoyens lambda et qui vont faire certainement d'une pierre deux coups et savoir la réalité de ce qui se passe dans une certaine mesure, bien évidemment, à la présidence de la République. Donc, le citoyen, en faisant le déplacement, a une connaissance de l'histoire du Bénin, se réconcilie en quelque sorte avec une partie de son être, mais ne va pas que pour découvrir ses œuvres royales, mais va également à la présidence pour vraiment scruter en quelque sorte l'espace qui lui est dévolu pour voir vraiment les transformations éventuelles qu'il y a eu sous le règne, n'est-ce pas, de l'actuel chef d'État. Voilà, il faut rappeler et préciser aux téléspectateurs qu'ils peuvent aller à la présidence de la République les jeudis et vendredis de 15h à 18h30 et les samedis et dimanches de 10h à 18h30. Il est aussi possible d'aller là-bas chaque dernier samedi du mois de 19h à 22h suivant la disponibilité de chacun. Alors, allons voir ceux qui étaient présents à cette cérémonie inaugurale d'exposition. Qui avez-vous vu? Oui, à cette cérémonie inaugurale d'exposition, d'abord Patrice Talon, l'initiateur de tout ce processus-là jusque-là. Mais à ses côtés également, j'ai pu voir l'ancien Premier ministre, Lionel Zinsou. Oui. En plus, Nicéphore Dieudonné Soglo, l'ancien président de la République, et beaucoup de personnalités. Mais je m'attarde sur Lionel Zinsou
pour dire que voilà quelqu'un qui est un amoureux de la culture béninoise et qui, pendant qu'il n'était pas encore Premier ministre, a travaillé à ce que un de ces trésors-là puisse être loué par ses services pour venir être exposé. Et donc, il a travaillé pendant longtemps. Avec la Fondation Zissou. Il a travaillé pendant longtemps à ce que ces œuvres-là puissent revenir au Bénin. Je pense qu'aujourd'hui, et donc, ce que nous avons vu autour de Patrice Talon, c'est quand même des gens, Nicéphore Soglo, pour avoir été ancien président de la République. J'ai également vu, je crois, le père de Lionel Zissou, qui était aussi là, René Derlin Zissou, qui était aussi dans la salle. J'ai vu, un peu comme 19 février 1990, j'ai vu des têtes, certaines forces de la nation qui se réunissent autour de la culture béninoise. Pour ma part, je pense que c'est un signal très, très, très fort. Oui. C'est un signal très très fort pour dire que les Béninois savent au-delà de tout s'accorder sur ce qui est l'essentiel. On a commencé par faire un constat de rapprochement ou je ne sais pas de l'orientation des Béninois face à un idéal désormais. Nous parlons des œuvres d'art qui nous concernent nous tous. Patrice Talon reconnaît que ce ne sont pas des œuvres appartenant à quelques confréries religieuses que ce soit ou à un département, à une région donnée ou à un chef d'État, fut-il en exercice ou non, mais ça appartient à tous les Béninois. Et par conséquent, on a ouvert les portes du palais de la présidence à tous les Béninois. Et donc, parmi les Béninois, nous avons Nicéphore Dieudonné Soglo, nous avons Maître Adrien Houmbédi, nous avons Lionel Zinsou, parce que oui, quand on cite Nicéphore Soglo, on cite Lionel Zinsou comme si c'était les seules personnalités sur le terrain. C'est en fonction, bien entendu, de leurs états d'âme, de leurs critiques entre-temps sur le régime en exercice. Quand on prend le cas de l'ex-président Nicéphore Dieudonné Soglo, qui n'est pas toujours tendre en ce qui concerne sa lecture de la gouvernance du président Talon, il n'était pas gagné d'avance qu'on puisse dire qu'il y a exposition d'œuvres d'art ou de trésors royaux à la présidence de la République, où siège encore Patrice Talon, et qu'on puisse voir Nicéphore Dieudonné Soglo à ses côtés. Et bien entendu, on l'a vu. Il a tapoté un peu les épaules de la première dame. On a vu les mots à l'oreille. Vous voyez, donc tout en souriant. On l'a vu où il était assis et que le chef de l'État, Patrice Talon, l'embrassait un peu comme un papa qui accueille son enfant, etc. Il y avait cette bonne ambiance-là. Maintenant, quand on revient sur Lionel Zinsou, et on sait que, bon, oui, il y a plusieurs paramètres qui pouvaient davantage l'éloigner du président Patrice Talon. Ils ont été challengers tous deux en 2016. Ça n'avait pas été facile parce que vous n'êtes pas sans savoir que Lionel Zinsou est venu premier au premier tour. Maintenant, il faut reconnaître que les deux étaient bien amis auparavant. Ça, il ne faut pas perdre cela de vue. Je me souviens des propos tenus par Lionel Zinsou dans les échanges, sinon dans le débat de l'entre-deux tours de 2016 entre Patrice Talon et Lionel Zinsou, où il rappelait que même Patrice Talon avait souhaité que Lionel Zinsou revienne au Bénin pour être candidat. C'est-à-dire que oui, s'il n'y avait pas des amitiés ou une certaine proximité entre les deux, des débats ou des échanges pareils n'allaient pas avoir lieu. Maintenant que les choses ont évolué et qu'on a senti que oui, après l'élection de 2016 qui a mené Patrice Talon, Lionel Zinsou fait partie des personnalités appelées en premier Patrice Talon et le féliciter de sa c'est toute une histoire que vous nous retracez. Effectivement, c'est toute une histoire pour dire que oui, même si on prenait Lionel Zinsou comme un opposant, il n'était pas un opposant aussi radical, qui avait des propos, je ne sais pas, belliqueux, des propos, inflammatoires, si je pouvais m'exprimer ainsi. Maintenant, il aurait pu, changer de posture quand on le déclare comme non éligible pour 4 ans en raison du dépassement de fond de campagne de 2016. Et on pouvait avoir une certaine déchirure, mais c'est malgré cela qu'on a entendu l'ancien premier ministre Lionel Zinsou saluer les efforts faits par le régime en exercice.
dans le domaine de l'économie, des zéro bons que le Bénin a honoré sans grande difficulté. C'est dire que, oui, sur l'essentiel, en tout cas, je crois qu'on fait un peu l'effort de s'entendre ou de se rapprocher. C'est dire que le schéma, sinon, l'image qu'on a de Patrice Talon comme étant quelqu'un, je ne sais pas, de trop rancunier, de trop ci et ça, ce 19 février, ce n'est pas ça qu'il a affiché. Ça renvoie à quoi, ces images que nous avons vues, ces accolades, ces petits mots que les différents acteurs s'échangent? Oui, il faut d'abord saluer cela parce qu'il y a longtemps, même ici ou ailleurs, j'ai plaidé quand même pour que l'analyse politique nous ramène à tourner la page, n'est-ce pas, des conflits larvés ou souterrains. Et nous avons souhaité quand même que les différentes forces politiques qui, pour une raison ou une autre, se sont retrouvées dans une certaine polarisation, ramènent la balle à terre. Et le chef de l'État est le premier, en tout cas, qui pourrait être appelé à faire un geste à l'endroit de ceux-là. Parce que c'est lui qui est à l'exécutif, c'est lui qui est à la manœuvre politique. Et je crois que le prétexte des trésors royaux est un prétexte assez reluisant et qui nous permet de trouver l'occasion de rassembler. Et par ce déplacement, on aura compris que le chef de l'État a fait un geste à l'endroit donc de ceux-là qui se sont déclarés opposants d'une certaine façon. Et nous savons très bien que Lionel Zissou a été candidat contre Patrice Talon et à ses militants. C'est vrai qu'il est le produit d'une alliance politique, mais en 2016. Mais il faut saluer quand même la grandeur de l'homme. C'est un homme vraiment équilibré, un homme averti, un homme qui sait prendre de la hauteur, qui est au-dessus de la mêlée, qui sait se mettre au-dessus de la mêlée. Et vous avez vu, il a toujours tenu des propos objectifs. Bien qu'il soit poursuivi, il tient des propos. Il a tenu des propos objectifs. Et je crois que cette grandeur-là, il faut la souhaiter au niveau de tous les Béninois. Il faut la souhaiter. Et vous avez vu que le chef de l'État est allé vraiment, c'est lui qui l'a ramené en quelque sorte. Et je salue le sens de cette offense, de cette démarche et qui renvoie un signal. Alors, arrivé à l'aéroport la dernière fois, Patrice Talon, c'est Lionel Zissou que nous avons vu derrière lui à la descente d'avion. C'est quand même tout un symbole. Oui, tout un symbole, surtout quand on sait que l'homme est sous le coup, n'est-ce pas, d'une poursuite judiciaire, d'une condamnation. Parce que vous savez, et donc dans ces conditions, c'est sûr que l'homme a eu des garanties et le chef de l'État a voulu faire un geste. Et il faut saluer ce geste pour que ce qui nous unit soit toujours mis au-dessus de ce qui pourrait nous diviser. Et de l'autre côté, vous avez également le président Nicéphore Dieudonné Soglo, le premier président de l'ère du renouveau démocratique. Et c'est aussi un homme assez cultivé. Et on peut tout lui reprocher. C'est un intellectuel bon teint. Et je crois quand même que le chef de l'État, pour avoir demandé certainement que Nicéphore Dieudonné Soglo soit de la partie, a aussi fait un geste. Et Nicéphore Soglo, en acceptant, je crois qu'il se met dans une dynamique de résolution, n'est-ce pas, des conflits politiques. Et je vais espérer que cela se poursuive. Et le président Yahi n'a pas été de la partie. On aurait souhaité qu'il soit également de la partie parce qu'il constitue quand même certainement un pôle politique important. Et nous savons très bien que lui, il était quand même le tout premier à faire le déplacement au niveau donc du palais de la Marina. Il a déjà rencontré le chef de l'État. Il a certainement des raisons
peut-être à ses yeux des raisons suffisantes pour ne pas être de la partie, mais on peut simplement avancer que cela pourrait s'expliquer par le fait qu'il n'a pas encore trouvé des solutions, des réponses idoines aux problèmes qu'il avait posés. Mais on va espérer que le chef de l'État se mette toujours dans cette dynamique pour que les filles et fils du Bénin se retrouvent parce qu'on a besoin de tout le monde pour la construction de la nation. Alors, des images qui participent à la décrispation, si vous le voulez, de la tension politique, Herman. Oui, des images qui donnent le signe, des images qui sont annonciatrices de la décrispation de la tension politique dans le pays. Mais quand on a fini de dire des signes, c'est qu'il faut aller plus loin. Oui. Aller plus loin en faisant en sorte que tous ceux qui souhaitent, parce que nous ne sommes pas les seuls à vouloir entrer en contact avec ces œuvres-là, à vouloir établir cette connexion avec les œuvres, à vouloir nous réconcilier avec ce qui était parti depuis de longues dates et qui peut-être a été utilisé à d'autres fins. Nous ne sommes pas les seuls à vouloir entrer en contact avec ces œuvres-là. Il y a beaucoup de Béninois, qui veulent également vivre ça. Si les conditions le permettent, c'est que Patrice Talon, comme il a d'ailleurs commencé par le faire, qu'il puisse continuer par poser des gestes apaisants, des gestes qui pacifient un peu le climat politique, des gestes qui fassent en sorte que, tout se retrouve autour de ces œuvres-là. Ça va contribuer davantage à décrisper davantage le climat politique pour que nous puissions continuer par être cette démocratie que tout le monde salue, pays de paix, pays de démocratie, pays de grande démocratie, pour que le Bénin puisse avancer. Allez, nous allons marquer la pause pour changer de sujet, et c'est avec cet élément que je vous invite à suivre. Vendredi dernier, c'est vrai qu'il l'avait annoncé des semaines auparavant, vendredi dernier, les centrales et confédérations syndicales, 5 au total, se sont retrouvées à la Bourse du Travail, soutenues par leurs militants qui vont sur les marchés pour protester contre la cherté des produits de grande consommation en République du Bénin. Les syndicats qui demandent au gouvernement de prendre des mesures urgentes pour réduire la cherté de la vie. Retour sur cet événement avec la rédaction de Canal 3. La Bourse du Travail de Cotonou reprend vie et l'allure des moments de haute lutte syndicale pour la satisfaction des revendications des travailleurs. C'est un signal que nous envoyons au gouvernement du président Talon. Ce vendredi 18 février 2022, des travailleurs des syndicats affiliés à la CSA Bénin, la COSI Bénin, la CGTB, l'UNSTB, la CSUB et la CSPIB, toutes catégories confondues, se sont retrouvés pour crier le ras-le-bol face à ce qu'il convient d'appeler la cherté inexpliquée de la vie au Bénin. La vie n'a jamais été aussi chère au Bénin. Aujourd'hui, la mesure de petits poissons au marché est passée en 2 ans à 15 000 francs. L'huile importée est passée de 500 francs le litre à 1200 francs sur la même période. Le Gari continue de nous narguer à 300 francs après avoir atteint 500 francs en 2021. Les licenciements sont massifs. Les ménages voient leur pouvoir d'achat érodé. Les taxes et les impôts se multiplient à foison. En lieu et place d'une politique de production, nous assistons à une politique de fiscalité sauvage. C'est pour dire au président de la République que véritablement ça ne va pas. Parce que lorsqu'on est au pouvoir, parfois on n'entend pas la réalité des choses. Il y a des conseillers, il y a des ministres qui disent « tout va bien, monsieur le président ». C'est quelques-uns qui crient seulement. Mais quand le président va constater que vous vous êtes rassemblés de cette manière ce matin, il comprendra que, attention, ça ne... La réalité est bien là, tangible. Les prix ne font que grimper dans les marchés. Les mesures annoncées par le gouvernement pour contenir la flambée des prix des produits de première nécessité ne rassurent nullement les travailleurs. Nous ne pouvons plus vivre comme ça. Nous sommes venus exprimer notre ras-le-bol. Nous sommes fatigués. Nos salaires ne sont plus des salaires. C'est des salaires. Salaires. Et nous
Des mesures urgentes s'imposent à côté de la revalorisation des salaires annoncés par le gouvernement Talon afin d'arrêter la saignée. Une vive protestation contre la cherté de la vie. Déplore le mutisme du gouvernement face aux difficultés sociales et économiques des citoyens. Dénonce le refus de l'exécutif de faire un dialogue franc et sincère avec les forces sociales en vue de prendre en compte les aspirations profondes des populations affectées par un mal-être endémique. Les 6 centrales et confédérations syndicales signataires de la motion rendue publique tiennent pour responsable l'exécutif en cas de mutisme face aux réalités quotidiennes du monde du travail et des populations béninoises. Le prix du maïs, le prix de l'huile, Et voilà, nous avons vu de ces images il y a bien longtemps les centrales et confédérations syndicales qui renouent désormais avec les mouvements de protestation. Vous étiez à la Bourse du Travail, c'était vendredi dernier à Moine Parfait à Niamboussou. Merci de nous ramener ces images. Avant de revenir sur le motif même de la mobilisation, je le disais tantôt, ça grogne désormais à la Bourse du Travail, un peu comme nous l'avons vu sur ces images tout à l'heure. Oui, la mobilisation du vendredi dernier n'était pas gagnée d'avance pour un monde syndical qui a été un peu c'est pas endormi, qui est resté longtemps fermé, comme on dit, pendant plusieurs lunes, l'école est restée fermée. Et donc aujourd'hui, on a quand même pu constater que oui, il y a eu cette mobilisation là du vendredi dernier pour donner un peu le ton et montrer un peu que la vie, elle est vraiment chère. Les 6 centrales syndicales signataires de la motion ont quand même c'est pas réussi à dire, à donner le top, à montrer à leurs syndicats, à leurs affiliés que oui, le moment est venu de reprendre des luttes parce que quand on se tait trop, ce n'est pas bien pour la santé du pays. Oui, on vous écoute, Wakam Ali Para, avant de revenir sur le motif même de la mobilisation. Oui, si vous parlez de Paris gagné pour le chef de l'État en ce qui concerne la mobilisation autour des œuvres d'art au palais de la présidence, il y a que c'est un pari gagné également pour les centrales et confédérations syndicales signataires donc de cette motion sur des raisons sur lesquelles nous allons revenir parce que la mobilisation, pareil au niveau de la bourse de travail, on l'a vu il y a longtemps quand on connaît les centrales et confédérations syndicales plus ou moins fragilisées, n'est-ce pas, par le toilettage de certains de nos tests qui réduisaient leur marge de manœuvre en ce qui concerne les agitations d'avant, les marches et autres mouvements d'avant. Ce n'était pas gagné d'avance. Mais attention, dans le sang des syndicalistes, n'est-ce pas, l'énergie et la fougue d'avant est encore, en tout cas, reste encore. Ces résidus-là sont encore dans leur sang. Il en a entendu, on l'a entendu, et beaucoup, il a fait un travail de fou. Il a fait un travail de fou, n'est-ce pas, pour tamiser, nous ramener ce qui est digeste, puisque bon, Canatoire n'est pas inflammatoire. Non. Donc, quand on a fini de dire ça, c'est de revenir, bien entendu, sur les raisons, la cherté de la vie, sur laquelle on souhaite la réaction du gouvernement. Quand on a souvenance, on voit que le chef de l'État, en décembre dernier, ma foi, face à la représentation nationale, reconnaissait lui-même la cherté de la vie, la flambée de certains produits de grande nécessité, de grande consommation. Il n'y a pas eu augmentation de taxes, il n'y a pas quoi que ce soit au niveau du cordon douanier. Ça veut dire que quand on prend acte d'une situation pareille, on devrait agir. Les syndicalistes n'ont pas senti la réaction plutôt musclée de l'État central et bien entendu, justement, avant d'entrer dans le fond de ce qui les a mobilisés vendredi dernier, on va écouter notre consultant en plateau ce matin sur la forme de la mobilisation. C'est vrai qu'avant, on était habitué aux conférences de presse à répétition au niveau de la Bourse du Travail qui débouchaient par la suite sur des marches de protestation. Cette fois-ci, c'est juste un sit-in, la forme. On va s'interroger et voir peut-être qu'il y a des gants, des balises qu'on a mis pour encadrer la mobilisation. C'est tout à fait normal que à partir donc des différentes réformes que le chef de l'État avait engagées et le mouvement syndical
s'est vu quelque peu tétanisé et n'offre plus assez de marge de manœuvre. Et vous aurez constaté que le mouvement syndical est rentré dans un sommeil plus ou moins profond à partir donc de ces nouvelles lois qui régissent désormais le monde du travail. Mais il faut dire qu'à partir de cette sortie, que le monde syndical non seulement se réveille, mais cherche ses marques pour pouvoir s'exprimer. Cela est déjà suffisant pour les spécialistes ou, si vous voulez, les sociologues de l'action collective, parce que cela pourrait être analysé. Et donc, ce qu'on a constaté, c'est que face à ce qui tenaille les fonctionnaires, on trouve toujours des occasions de s'exprimer. Et ce que les syndicalistes ont fait, leur sortie, montre à suffisance que ils sont retranchés, ils sont poussés dans leur dernier retranchement à partir donc de la cherté de la vie. Et les salaires, vous le savez très bien, n'ont pas connu une augmentation. Le chef de l'État a annoncé la toute dernière fois déjà qu'il y aura augmentation de salaire. Les fonctionnaires n'ont rien constaté. Et à défaut donc de constater une augmentation, ils ont plutôt constaté que il y a eu une forte pression sur les salaires à partir donc de l'impôt sur le traitement salarial qui a été prélevé. D'aucuns se sont retrouvés à moins 20 000 francs, à moins 30 000, à moins 50 000, selon que l'on se retrouve dans une tranche de salaire ou dans une autre. Dans tous les cas, c'est que tout le monde est d'accord avec tout le monde aujourd'hui que la vie devient de plus en plus chère. Le gouvernement a fait une sortie aussi récemment pour lancer un signal fort aux commerçants qui aussi sont devenus véreux de toute façon. Mais cela ne suffit pas parce que la réalité est là, que les salaires que les fonctionnaires perçoivent ne suffisent plus pour faire face aux prix qui sont pratiqués sur le marché. Et vous savez très bien que ces syndicats-là, pour la plupart, sont animés par des fonctionnaires, des gens qui sont des salariés et qui, face à l'amenuisement de leur pouvoir d'achat, n'ont trouvé d'autre voie que de s'exprimer, de dire et de rappeler à l'attention du chef de l'État qu'il est urgent de faire quelque chose. Urgent d'apporter quelques solutions aux problèmes qu'ils traversent. Parce que sinon, ils ne pourront plus tenir. Et s'ils cessent de tenir, c'est qu'ils ne pourront plus produire davantage. C'est vrai que de l'autre côté, il y a aussi la menace. Parce que le monde syndical ne peut plus vivre comme il a vécu il y a 15 ans, il y a 10 ans. Et donc, les grèves perlées sont désormais encadrées. Mais attention, lorsque vous en avez ras-le-bol, lorsque vous êtes poussé jusque dans votre dernier retranchement, il arrive qu'on cherche d'autres voies par lesquelles on peut s'exprimer. On peut s'exprimer et ce que les syndicats ont fait nous ramène à cette réalité qu'il faut urgemment apporter une solution, ne serait-ce qu'une solution d'apaisement pour qu'ils aient le sentiment, les fonctionnaires le sentiment, et qui travaillent pour l'État, mais qu'ils ont des ressources pouvant leur permettre de vivre ou de survivre tout au moins. Alors, dans une incompréhension totale de ce qui arrive, les syndicalistes demandent au gouvernement de prendre des mesures urgentes de l'oreille, de l'autre côté, pour entendre le cri de cœur de ces milliers ou millions de travailleurs. C'est ce qui est souhaité et souhaitable, parce que ça y va de la stabilité même du pays, de la stabilité des ménages, des foyers et autres. Parce qu'au niveau des syndicalistes,
ce sont les plus organisés qui sont à ce niveau. Il y a la grande masse, ceux-là qui ne sont pas fonctionnaires, qui ne sont affiliés à personne, dont les époux et épouses ne sont affiliés à quelques syndicats que ce soit. Vous n'avez pas encore enregistré leur coup de gueule. C'est de bouche à oreille. Lorsque vous discutez avec des gens... Voilà, mais lorsque vous discutez avec des gens, franchement, on sent effectivement que ça ne va pas. La cherté, la flambée des prix. Et on ne sent pas une action qui est faite au moins pour réguler les choses sur le marché, alors qu'on a un ministère du commerce, on a une direction du commerce de l'intérieur qui devrait faire le travail. Quelle marque d'instruction attend cette direction avant de se mettre sur le terrain? Parce qu'on sait ce qui se faisait au moins par le passé, ne serait-ce que pour influencer un peu les commerçants qualifiés de véreux tout à l'heure par Dr Patrick Henry, parce que oui, c'est la loi de, comment dire, le libéralisme, comme on dit. On a la facilité d'augmenter les prix. Mais par le passé, on connaissait cette direction du commerce de l'intérieur qui sortait sur le terrain. D'abord, s'assurer de ce que sur nos étagères, on n'a pas les produits avariés et autres, que le coût des produits ne doit pas dépasser tellement. Je pense que l'action du gouvernement doit venir au plus vite pour soulager les populations. Parce que pour l'instant, comme je l'ai dit, on est à l'étape du coup de gueule de ceux qui sont organisés. Si on en arrive à ceux qui, aucun test ne leur empêche formellement de réagir, je parle donc de ceux qui sont dans l'informel, des parents et autres qui sont à la maison et qui ne sont pas des fonctionnaires, dont les enfants doivent manger, dont les épouses doivent manger, dont les épouses doivent aller à l'hôpital pour des soins et autres, qu'allons-nous faire? Maintenant, quand on a fini de dire ça, il faut également reconnaître que oui, si la loi a encadré et discipliné un peu les syndicalistes et autres travailleurs, ce n'est pas encadré sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, au village, vous avez des mémés, des pépés, n'est-ce pas, lettrés comme illettrés, analphabètes et autres, qui possèdent des réseaux sociaux. Vous n'allez pas empêcher un Kassamampo, n'est-ce pas, de donner son cri de cœur, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux. Vous n'allez pas dire à Noël Chadaré, Anselme Amoussou, à Bachabi et autres, n'est-ce pas, de ne pas dire ce qu'ils pensent face à une situation où on attend l'oreille, la disponibilité, n'est-ce pas, et l'engagement de l'État central, et que peut-être ça tarde à venir. Il faut, comme vous le dites, souhaiter que le gouvernement soit, comment dire, disponible, perméable à la situation et prenne des mesures qu'il faut. En tout cas, il y a des réactions, et dans la presse ce matin, beaucoup de journaux sont revenus sur les propos du secrétaire général adjoint du gouvernement et Wilfried Léandre Mbedji, qui apaise les Béninois et rappelle que la situation de la vie chère n'est pas qu'au Bénin, elle est mondiale. Herman. Oui, ce qu'il a dit, c'est un baromètre de ce qui se passe aujourd'hui. Mais il y a un peu comme un déficit de communication entre le pouvoir central, entre l'exécutif et les partenaires sociaux. Parce que je me rappelle encore l'avant, il y a une des sorties du secrétaire général adjoint du gouvernement dans laquelle il disait qu'il y a un comité qui a été mis en place, que le comité a déjà travaillé, a produit un rapport, lequel rapport est déjà soumis au chef de l'État ou doit être soumis au chef de l'État pour étudier, pour qu'on puisse valider finalement l'augmentation des salaires annoncés par le chef de l'État. Il se fait que vendredi dernier, les secrétaires généraux ont dit oui, nous sommes d'accord qu'on puisse. Le chef de l'État l'a d'ailleurs annoncé officiellement. Il a dit les salaires seront revalorisés. Et pour eux, c'est qu'il faut une certaine rétroactivité de cette revalorisation-là pour faire en sorte que déjà, à partir du mois de janvier, qu'ils puissent constater ça sur leur salaire. Même si ça n'a pas été fait, qu'on puisse, une fois que c'est augmenté, qu'on puisse le sentir sur le mois de janvier. Ce qu'ils disent également, c'est par rapport à ce que Dr Renoir a dit. Il y en a qui ont vu leur salaire diminuer au nom d'un certain déséquilibre qu'on a voulu corriger. Mais là, il y a une des femmes, secrétaire générale du syndicat, qui a dit, mais si vous amputez les salaires de nos maris de ces différentes tâches-là, parce que vous estimez que vous voulez corriger un déséquilibre, au moins que nous, les femmes, nous puissions sentir ça sur le salaire, parce que vous dites que vous voulez corriger un déséquilibre. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments, comme vous l'avez dit, c'est vrai quand on va à un reportage comme ça qu'on revient, on va d'abord prendre de l'eau fraîche pour savoir par où commencer, par où finir. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites au cours de cette... Il y a beaucoup de choses qui ont été dites à ce truc-là, à ce sit-in-là. Beaucoup d'éléments, beaucoup de choses. Je pense que c'est
c'est fastidieux. Bien sûr, c'est certain que par ces services, le gouvernement a le retour de tout ce qui a été dit. Oui, tout à fait. Il faut, en fait, le porte-parole est dans son rôle, un rôle officiel. Lui, il doit trouver des arguments et pour montrer l'acceptabilité des mesures du gouvernement. Ça, c'est un fait. Deuxièmement, les syndicalistes ne sont pas dupes. Ils savent très bien qu'il y a une certaine disparité dans le traitement qui est fait aux différentes couches socio-professionnelles. On sait très bien que ceux-là qui parlent sont des salariés normaux et que dans le même temps, il y a d'autres qui sont à des postes de responsabilité et qui sont mieux traités et qui ont 10 fois le salaire d'un salarié syndicaliste affiché, n'est-ce pas, sur l'écran tout à l'heure. Et vous savez que cette disparité, c'est ce que j'appelle par ailleurs l'injustice sociale. Il faut faire en sorte que, et le chef de l'État lui-même avait annoncé en 2016 qu'il va faire en sorte qu'il y ait plus de justice sociale. Alors, mais ce qu'on constate, en permettant à d'autres, à certains, d'être mieux lotis du point de vue du traitement de leurs revenus mensuels, et qu'en privant d'une certaine façon, en tout cas les autres, d'être traités de la même façon, on crée vraiment une discrimination et qui sonne mal dans l'oreille des syndicalistes. Et c'est ce à quoi nous assistons. Et surtout que l'on est dans une situation marquée par la cherté de la vie. Et lorsqu'on se retrouve en de pareilles circonstances, les syndicalistes se rappellent encore mieux cette disparité, cette discrimination qu'il y a eu au niveau donc du traitement. Je vous donne un exemple banal. Moi, que vous voyez, je suis chef département adjoint, n'est-ce pas? Chef département adjoint à l'université. Le travail que je fais est plus consistant que le travail d'un directeur général. Je brasse près de 3000 étudiants en première année. Vous en avez une idée? Oh, j'ai la première année, j'ai la deuxième année, j'ai la troisième année. Hier, toute la journée, j'étais à l'université. Alors que cette année, qu'est-ce que j'ai constaté? Les primes auxquelles j'ai droit en tant que chef adjoint du département, ces primes et trimestrielles ont été simplement supprimées. Vous voyez très bien ce que ça peut faire. Mais ça ne m'empêche pas de faire mon travail. Moi, je suis un patriote bon teint. Et donc, moi, je fais. Mais n'attendez pas que tout le monde accepte cela. Et c'est justement pour cette raison que nous en appelons vraiment à la vigilance du chef de l'État pour qu'il prenne des mesures susceptibles de créer plus de justice dans le monde, dans le milieu vraiment du travail. Et c'est très important pour que les filles et fils du Bénin se sentent appartenir, n'est-ce pas, au même État dont ils ont la charge de co-construire. Merci beaucoup. Voilà, il y avait pratiquement cette centrale syndicale, cette manifestation à Managua. Il y avait 6, sauf la CSTB qui projette également une autre manifestation pour le 25 prochainement. Le 25. Oui, c'est bien de ça. Le 25, c'est jeudi ou vendredi? On verra bien. Nous sommes le 22 et le 21 aujourd'hui. D'accord, ça va être vendredi, oui. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous, Herman Amiamboussou, Akhabali Para, et à notre consultant, sociologue politiste, Dr Patrick Henou. Mesdames et messieurs, restez avec nous. On va revivre l'actualité de ces 7 derniers jours en République du Bénin avec Idrissou Boukari. C'est dans une semaine au Bénin. Juste après, vous aurez votre revue de presse.